Alors à la question, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la sécurité? Déjà, faut faire très attention parce qu'aujourd'hui tout le monde parle de la sécurité. Je voudrais pas qu'on fasse de ce sujet quelque chose de trop général. Je pense que la sécurité c'est un sujet sérieux et que historiquement la moto, le domaine de la moto, et moi là quand je parle moto, hein, je parle off-road, se construit sur la passion de la mécanique, etc. Donc on voit aujourd'hui chaque pilote a des milliers de solutions pour améliorer sa moto. On a des types de réglages, on a plein de solutions pour améliorer la moto et faire en sorte que la moto se rapproche le plus possible de ce qu'on aime à piloter. Pour la sécurité, c'est l'inverse. C'est de toute façon, c'est au pilote de s'adapter à la sécurité. Et ça, il va falloir vraiment qu'il y ait une ligne de trace entre les deux parce que voilà, aujourd'hui on a souvent un ingénieur motoriste et un ingénieur sur suspension par moto, ce qui me gêne pas du tout à la limite. Par ailleurs, il faudrait pas qu'on ait un docteur par pilote, parce qu'on va arriver dans des discussions qui ne seront plus fondées sur des analyses et sur des choses pragmatiques. On va arriver à des discussions de comptoir et on ne peut pas parler sécurité du pilote comme ça, d'une manière, il faut faire ci, il faut faire ça. Je pense qu'il faut vraiment structurer cette discussion-là et le faire avec précaution. Euh, L'ASPM, l'association que les pilotes sont en train de développer, je trouve ça super bien. Je trouve ça super bien parce que euh, je pense qu'il y a besoin d'avoir un avis de gens qui pratiquent. Il est évident que moi, par exemple, je ne vais jamais apporter ma vision sur l'aspect terrain parce que je considère que je ne suis pas apte à le faire. Je considère que je suis aujourd'hui, je fais plus de moto, même si je suis sur le terrain, voilà. La seule chose que je pourrais dire, c'est qu'il y a évidemment, d'une manière simple, c'est que la vitesse en motocross est forcément une des problématiques. Après, je pense que c'est vraiment le rôle de ces pilotes qui ont des palmarès, parce que il faut faire attention en pilote et pilote palmarès. Il y a des pilotes qui ont des palmarès, donc qui ont une vraie expérience à faire partager. Et ça, je pense que c'est dans ce que je disais un petit peu aussi, c'est aussi un bon moyen de. Ils ont marqué leur sport par leur performance. Et Dieu sait si en France on a on n'est pas mauvais là-dedans. Et aujourd'hui, pouvoir marquer son sport par le fait d'aider à améliorer la sécurité, c'est vraiment bien prolonger l'histoire et faire quelque chose de bien. Donc ça, voilà. Après, moi, la seule chose où du coup je peux vraiment parler, c'est sur la protection du pilote. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer la protection du pilote? Je pense qu'il faut tracer trois ou quatre grands axes qui sont pour moi les plus importants. En préambule, il faut bien comprendre que le motocross est un des sports les plus difficiles. On est dans un sport qui conjugue à la fois des problèmes physiques, des problèmes techniques, des problèmes intérieurs. On a tous lutté à la 20e minute contre est-ce que je continue, est-ce que j'arrête, est-ce que je suis encore capable de conduire, est-ce que à toutes ces réflexions qui se passent dans un casque et en même temps ce sport individuel se partage à plusieurs, il y a des combats. Enfin, c'est un sport qui amène beaucoup de valeur et moi je voulais aussi dire ça. Je pense que c'est un sport qui, en tous les cas, pour ma part, m'a appris pas mal de choses en fin de compte. Ça demande de l'abnégation, ça demande du travail, ça demande enfin, on a tous vécu ces moments où on en chie sur la moto et on est seul dans le casque et tout ça. Et pour avoir une idée globale de ce que je pense de la sécurité, c'est que pour ça, il faut évidemment avoir une condition physique au minimum, parce que c'est un sport qui demande beaucoup de conditions physiques, et un corps bien préparé, c'est un corps qui va avoir une résistance au moment de la chute, c'est un corps qui va beaucoup mieux réagir au moment de l'impact. Il faut avoir de la souplesse. La souplesse, pour moi, c'est toujours dans la logique de cette équation où il faut diminuer l'énergie lors de la chute. Et ben, le fait de pouvoir se déformer, c'est le meilleur moyen pour, euh, pour absorber et dissiper cette énergie. Et après, il faut se protéger. Et bon, là, je pense qu'on est d'accord. Évidemment, je vais prendre un exemple, par exemple sur la souplesse, parce que ça m'intéresse. Quand je vois des gamins qui attendent 20 minutes en pré-parc dans le froid et on les met sur la grille de départ et qui partent pour 15 ou 20 minutes sans échauffement, là par exemple, il y a un truc à faire. C'est pas normal. C'est pas normal. On n'a aucun sport dans le monde où on va commencer un effort intense sans avoir
en amont, surtout quand le corps est froid, etc. Donc ça, je pense que c'est des choses qui devraient être discutées avec l'association, et c'est des thèmes qui pourraient être mis en avant par l'association. Après, pour moi, il y a quatre axes principaux. Il y a la partie réglementation. Mieux la comprendre parce qu'on a une réglementation aujourd'hui, la norme CE, tout le monde en parle mais personne ne la connaît et personne ne sait d'où elle vient, etc. Et dans cette réglementation, il y a eu maintenant le label fédéral, je pense ce label a du sens mais qu'il est perfectible. Ensuite, il y a un vrai manque qu'on a, c'est un besoin d'analyse. On n'a pas assez de feedback, de réellement une photographie de l'accidentologie dans la moto off-road aujourd'hui. Et sans cette photographie-là, c'est très très compliqué. Alors nous, on le fait en interne, mais c'est un travail de fourmi. On a aujourd'hui étudié 300 accidents, mais c'est un travail de fourmi. Il faudrait le faire d'une manière beaucoup plus organisée et organisée par la fédération. Après, il y a comment appliquer la réglementation, parce qu'on a une réglementation qu'on peut définir, qu'on peut analyser, etc., qu'on peut mettre en place, mais malheureusement, moi qui suis souvent sur les terrains, l'application, elle est des fois complètement dénuée de sens. Et on arrive à des trucs où on a complètement oublié le bon sens, donc ça c'est important. Et puis après, dernier point, c'est l'éducation. Je pense que l'éducation, elle a un vrai travail à faire, hein, dans ce sport parce que le pilote est la vitrine, le pilote professionnel doit montrer l'exemple, on doit s'attacher à ça et pour moi ça fait partie des quatre axes importants pour réussir à la finale à atteindre un objectif qui est très simple et qui est facile à identifier, c'est comment baisser l'accidentologie dans notre sport. Pourquoi? Parce que un drap blanc à Bercy devant 14 000 personnes, comme j'ai pu le voir, ça pose un vrai problème. C'est quel parent va vouloir faire partager les valeurs de ce sport que je pense très très bonnes, alors que il est confronté à des choses dramatiques. C'est pas possible. On doit et on se doit si on veut faire que ce sport devienne quelque chose de plus grand public, ou tout du moins à n'importe quel niveau soit pratiqué, ou qu'on puisse partager ses valeurs, je pense qu'il faut travailler sur ces points. Alors, les quatre axes que je pense importants, moi, pour faire évoluer la sécurité, et puis des axes où il faudrait qu'il y ait des discussions, le premier pour moi, c'est la réglementation. Je pense qu'il faut bien comprendre ce que c'est que la norme CE. La norme CE, pour un produit destiné à la moto, elle est, pour la partie avant, c'est une norme qu'on appelle la 14021. Pour la partie arrière, une norme qu'on appelle la 1621. La 14021, très honnêtement, pour la partie off-road, c'est une norme qui date de longtemps, qui était faite pour les pare-pierres, pour les protections des pierres. Pour vous donner une idée, pour obtenir cette norme, avec nos produits, on est souvent obligé de les dégonfler, parce que sinon on a trop d'absorption et le capteur ne prend pas. On a on a une norme qui me semble complètement obsolète par rapport aux problématiques de la moto off-road. Le meilleur exemple, c'est les chocs à l'avant. On voit souvent des problèmes de rate. Une rate, c'est simple, il faut réagir très vite, ça occasionne souvent une hémorragie interne. On sait que un terrain de cross, c'est loin de l'hôpital. Voilà, il va falloir qu'à un moment, on arrête de dire à un consommateur qu'il est protégé de la partie avant avec une norme qui n'est plus du tout adaptée, qui sert à protéger des cailloux. Donc ça, par exemple, c'est un exemple concret de gens qui interprètent la norme et qui ne la connaissent pas. La 1621.2, c'est pas mieux, puisque c'est une norme qui est faite pour objectif de répondre à des problématiques de la moto sur la route, des accidents scooter en ville, etc. C'est de là que part cette norme. J'ai rarement vu une voiture sur un terrain de cross. On a un environnement en moto tout-terrain qui est complètement différent. Et contrairement à la moto de route où on va glisser, en cross on tape le sol et on rebondit, enfin il y a plein de choses qui sont bien différentes, donc je pense que voilà, les normes elles ont le mérite d'être là, elles ont le mérite de nous mettre un cadre, de nous amener des obligations, et il y a des choses qui sont bonnes. Il y a aussi des vrais problèmes dans la norme, on parle de l'innocuité d'un produit, c'est-à-dire est-ce que le produit peut pas être dangereux quand on tombe avec, je vois beaucoup de produits. Un exemple clair,
Un produit qui a en haut d'une dorsale une écope qui s'en va pour mettre un tour de cou ne peut pas être homologué aujourd'hui. Même si vous voyez l'étiquette dessus, c'est pas possible. On ne peut pas mettre des produits qui se démontent. Voilà, le gars, il l'enlève, il roule sans, le produit n'est plus normé. Des parties mousse qui sont scratchées à l'intérieur d'un produit ne peut pas être normé. Ça, Alors, ils y arrivent, mais la réalité, c'est qu'ils ne peuvent pas. Pourquoi? Sinon, le gamin, lui, il va voir son intérêt, il enlève la partie mousse et il a un produit où il a une étiquette CE, il passe le contrôle. Voilà. Donc, ça n'a pas de sens. Donc voilà, faut garder le bon sens. Vous ne pourrez pas avoir une protection efficace si elle fait moins de 3 cm. Moins de 3 cm, ça veut dire qu'il n'y a aucune absorption, ça veut dire que de toute façon, vous n'aurez pas de sécurité. Et après, par-dessus ça, il y a le label FFM. Alors j'ai participé à la première réunion où on a parlé de ce label. Je crois que c'était en 2009 à la Fédé. Et c'était super intéressant et ça partait vraiment d'une idée intéressante. Je pense que le label, il a vraiment sa raison d'être, mais aujourd'hui, il n'a pas été au bout. Je pense que le label, justement, devrait. Aujourd'hui, le label fédéral, c'est simple. Hein, il suffit d'avoir les normes et à travers ces normes d'associer et de pouvoir dire voilà, on est conforme à la norme 1621 et 14021. En gros, c'est ça. Moi, je pense que le label devrait, sur 3 ou 4 points, demander quelque chose de plus à un produit qui se veut destiné à la partie tout-terrain de la moto. Et là-dessus, c'est des choses qui sont simples, que nous on connaît fabricants, et que moi, encore plus, étant uniquement focus là-dessus, et qu'on s'applique déjà à nous-mêmes. Donc je pense que ça, c'est des choses qu'il faudrait faire évoluer sur la partie réglementation. C'est mieux la comprendre et mieux l'adapter de façon à ce que voilà, on n'est pas, qu'on se couvre pas d'une norme qui à la finale qu'on ne sache pas d'où vient cette norme et pourquoi à l'origine elle a été faite. Parce qu'à la finale, on s'aperçoit que le résultat peut des fois être ne pas répondre au problème. Alors dans le deuxième axe qui me semble important pour essayer d'améliorer la sécurité des pilotes, je pense qu'aujourd'hui on a un vrai problème en moto et surtout en moto tout-terrain, c'est qu'on n'a aucune statistique, analyse de tenue. Et pour moi c'est un vrai problème parce que on ne peut pas répondre à un problème sans bien le connaître. Et souvent on a tendance à se laisser aspirer par l'émotion sur un cas, et ce cas n'est pas forcément la réalité de ce qui se passe réellement. Et je pense qu'aujourd'hui, pour que nous, fabricants, pour que aussi les organisateurs, pour que les pilotes, pour que la fédération puisse poser des débats sur des choses concrètes, il nous faut absolument mettre en place un système d'études de l'accidentologie. Et pour moi, ça passerait par une idée simple que je vais appeler le constat accident. Constat accident, ça serait que chaque ambulance qui part d'un terrain devra être accompagnée dans la semaine, ou devra pas être accompagnée, mais le club devra remplir un petit document qui est un constat où il y aura un petit bonhomme de dessiné par exemple, on va aller mettre quelle partie a été blessée, pourquoi pas avoir de l'information, enfin en amont, il faut avoir une discussion sur qu'est-ce qu'on veut sortir, qu'est-ce qu'on veut savoir de plus sur l'accidentologie, sur l'image de l'accident dans la moto tout-terrain. Pourquoi pas, sur chaque club devra poser le tracé de son circuit, cocher où ont eu lieu les accidents. Ça nous permettrait de voir très rapidement si dans la journée il y a eu 4 accidents au même endroit, c'est qu'il y a un problème. Et là, de coup, de pouvoir faire travailler les associations avec les pilotes pour qu'ils puissent, eux, venir aider les clubs. Les clubs sont souvent désarmés par rapport à ça. Hein. C'est pas parce qu'on sait conduire un bulldozer qu'on sait forcément apprécier un saut. Donc bref, ce document aurait pour objectif que chaque accident, chaque ambulance qui part d'un terrain, dans la semaine, on appelle les parents, on appelle le pilote, on lui pose un peu de questions sur qu'est-ce qui lui est arrivé, où ça lui est arrivé. Enfin bref, ça doit être très rapide, c'est pas très compliqué à mettre en place à mon sens. Ces documents-là, après chaque manifestation, sont renvoyés, sont synthétisés dans une matrice, et de cette matrice, au bout de 8 ou 12 mois, on aurait tout de suite des résultats. On saurait un petit peu euh, quelles sont les lésions les plus importantes, dans quelles conditions elles ont été générées, quel type de matériel a été utilisé à ce moment-là, etc. Enfin bref, globalement, il nous faut cette analyse pour pouvoir mieux comprendre le problème. On ne peut pas régler un problème si en amont, on ne connaît pas les réalités de ce problème. Et je pense que là, il y a un truc qui est très simple à faire, c'est ce constat assurance. Je pense pas que ça demande beaucoup de temps, et je pense que ça permettrait de vraiment mieux connaître notre sport en termes d'accidentologie.
Alors voilà, bon, une fois qu'on a pu mettre une stratégie en place pour la réglementation, qu'on a pu mettre une stratégie en place pour l'analyse et l'étude de l'accidentologie, il y a encore aujourd'hui un vrai problème, c'est comment on fait appliquer ces réglementations d'une manière simple et efficace sur le lieu de pratique. Moi, le constat, il est venu d'une manière simple, c'est que quand je vais sur les terrains, je vois les gars rentrer au contrôle technique avec un gilet RXR, parce qu'il est normé, parce qu'il est homologué. Ils sortent, ils le passent à leurs copains, etc. etc. Donc un gilet peut faire 5 fois le tour du contrôle. Et je pense pas que ce soit quelque chose. Bah déjà, je pense que c'est idiot. Et deuxièmement, je pense que ça, on met un contrôle en place pour, entre guillemets, essayer de régler un problème, et en fin de compte, ce contrôle n'a pas de sens. Pour moi, je prendrais le problème à l'envers. Euh, J'arrêterais de dire aux pilotes de venir voir ou de venir lui, qui nous montre si c'est protégé ou pas. Je pense que c'est son intérêt, il faut qu'il le comprenne. Je pense que il faut que le pilote de cross aujourd'hui comprenne que son intérêt personnel et l'intérêt de son sport, ça passe par le fait qu'il se protège bien. S'il se protège pas bien, il génère de l'accident, il génère des dépenses, il génère des problèmes d'assurance, et c'est pas normal. Donc pour moi, le contrôle du casque et des produits de sécurité le matin des courses ne sert strictement à rien. Par ailleurs, il y aurait une chose à mettre en place qui serait pas très compliquée non plus, c'est de mettre en place dans le règlement que tout pilote qui pratique une compétition sans produit en phase avec la réglementation euh, demandée sera perdra ses points, perdra la possibilité ou sera exclu pendant une ou deux compétitions. On laisse pratiquer les gens et on peut durant la journée faire par exemple 3 contrôles inopinés et demander à 3 pilotes de s'arrêter et d'observer s'ils ont une protection qui est en phase avec la réglementation qu'on a demandé, un casque qui est en phase, etc. etc. Et là, ça aura le mérite déjà de responsabiliser pardon, les pilotes, de ne pas leur mettre le bâton en leur disant attention, on va vous contrôler. Non, c'est vous qui vous êtes responsable, vous êtes grand et vous devez prendre en compte ce problème. Deuxièmement, il est beaucoup plus important de perdre, pour un pilote, de perdre 10 points quand il va se bagarrer pour un championnat de ligue parce qu'il n'avait pas la bonne protection que c'est beaucoup plus compliqué à gérer pour lui que d'aller faire passer un produit 3 fois au contrôle et de pouvoir rouler avec quelque chose qui n'est pas en règle. Donc voilà, donc je pense que euh, mettons en place la réglementation, faisons en sorte que la réglementation soit bien comprise, elle soit simple, et après, mettons en place la sanction qui doit être forte. Et à partir du moment où on associe ces 3 choses-là, je pense qu'on règle le problème. Je pense que l'intelligence collective aujourd'hui, la conscience collective par rapport à la sécurité est présente. Il suffit juste d'allumer quelques déclics et de se dire voilà, aujourd'hui j'ai aucun intérêt de ne pas me protéger. Euh, le seul risque que je prends à pas me protéger et de tricher, c'est de me faire sanctionner et de perdre le travail ou les points que j'ai pour atteindre mes objectifs, etc. Je pense que cette sanction-là, elle est beaucoup plus parlante pour un pilote que le fait de lui demander sa protection le matin, un contrôle technique. Enfin, ça, c'est quelque chose que je pense qui devrait être fait et qui permettrait de sensibiliser l'ensemble des pilotes. Alors après, le dernier point, c'est l'aspect éducation, parce que je pense que sans éducation, ça va être dur de faire avancer les choses. Et pour moi, l'éducation, alors j'en ai déjà parlé un petit peu, mais je me permets de le répéter. D'ailleurs, je considère les premiers responsables, c'est les fabricants de motos. Les fabricants de motos ont tous des teams officiels et ont aucune approche sécurité de leurs pilotes. Euh, c'est eux qui vendent les jouets dangereux. C'est à eux de montrer l'exemple et c'est à eux de faire en sorte que voilà, que leur but c'est pas que de vendre des motos, c'est aussi que ce sport devienne plus responsable, devienne un peu plus travaillé. On s'aperçoit aujourd'hui, moi je prends l'exemple d'Eric Serre, on est confronté à longueur de temps avec des fois des pilotes qui voudraient se protéger, mais parce qu'ils roulent pour un team, parce que ce team a des accords commerciaux, marketing avec des marques, le pilote est confronté à l'impossibilité de se protéger. On est dans des délires pas croyables. Je pense que
après les marques, il y a comme je le dis, les sportifs de haut niveau qui doivent vraiment prendre conscience de leur rôle et de leur responsabilité. Aujourd'hui, on ne peut plus voir un mec qui roule avec le dos à l'air, hein. C'est quelle image on donne au gamin qui va commencer la moto et qui va, lui... parce qu'une fois que le gamin il commence à rouler avec une protection, en général, il la garde. Donc je pense que là, c'est tout de suite qu'il faut travailler là-dessus. Et ça passe par là. Bon, j'en ai discuté, je l'ai expliqué un petit peu ma vision de comment accompagner les sportifs dans leur performance et pourquoi la sécurité est au cœur du débat quand on observe les palmarès, les vrais palmarès de champions. Forcément, la blessure, elle est au cœur du débat. Donc ça, c'est pas quelque chose qui doit être pris comme comment dire, c'est à la fois faire de l'éducation, moi pilote professionnel, je montre l'exemple, mais aussi moi pilote professionnel, je prends en compte cet élément dans ma carrière et dans mon travail. Donc je pense que c'est pas sans sens. Il y a un vrai sens commun à tout ça. Et voilà, l'éducation ne passera par là. Aujourd'hui, pourquoi quand vous vous baladez, les cyclistes ont tous un casque? C'est parce qu'il y a un moment, au Tour de France, ils ont mis des casques. Et à partir du moment où au Tour de France, ils ont mis des casques, tout le monde met un casque. Et aujourd'hui, vous n'avez plus un mec sur la route, même en balade, qui se promène sans casque. Donc on n'arrivera pas à faire mettre des protections aux amateurs ou aux jeunes si les représentants de ce sport, les, les pilotes professionnels ne se protègent pas. C'est pas possible. C'est tout simplement du bon sens encore. Euh, donc, euh, donc voilà, moi je pense il faut travailler là-dessus. Il faut faire attention à ne pas informer, de pas de donner de mauvaises informations. Je pense qu'à chaque fois qu'on utilise le mot sécurité, il faut en parler avec recul et il faut en parler avec des gens qui connaissent les problématiques. Il ne faut pas que tout le monde aborde le sujet parce qu'on dilue la discussion et on arrive à des problématiques comme les tours de cou aujourd'hui où on a des études, on a suffisamment d'éléments pour comprendre l'aspect. Je vais essayer d'employer des mots simples et pas trop. Voilà. On est aujourd'hui, je pense, tous conscients avec un peu de bon sens que ce produit n'est pas adapté à ce sport. Il y a eu des gens qui se sont permis de parler et qui ont mis en avant ce produit pendant des années. Aujourd'hui, il va falloir 4, 5, 10 ans avant qu'on revienne à des solutions logiques dans ce sens. Donc c'est pas, faut faire attention, faut faire très attention. On est dans des domaines où, je vous dis, on peut parler de pot d'échappement, de suspension, de choses. Il y a 10 000 façons de voir les choses. En général, la meilleure moto, c'est celle qu'on vient d'acheter. Enfin bref, on peut avoir des avis. Moi, je peux très bien discuter sur des différences de seating, de trucs. Chacun, il y a plein d'options. La sécurité, c'est pas le cas. La sécurité, c'est l'envers de ça. Et l'éducation vis-à-vis de la sécurité, c'est que c'est des sujets où la discussion, le débat qu'on pose doit être un débat réfléchi et un débat qui doit être un débat informé. Voilà, un débat construit et pas lancé comme ça pour alimenter la discussion. Non, faut toujours parler de la sécurité avec un peu de recul et un petit peu de connaissance et d'analyse. C'est voilà. Nous, en tous les cas, pour finir, c'est que je pense qu'Eric Serre essaye, dans tous les cas, je sais pas si on le fait bien, hein, mais moi je sais qu'on met 100% de notre énergie à essayer de faire évoluer toutes ces choses-là. J'ai un peu de regret, comme je l'ai dit, sur le fait qu'on n'ait pas plus qu'on puisse pas plus aider des pilotes professionnels dans tout du moins les accompagner dans cette logique. Ça me déçoit un petit peu. Je suis aussi un peu déçu qu'on ne participe pas plus aux discussions concernant la sécurité. Parce que je pense que même si on n'a pas la science infuse, même si on n'a pas forcément, on ne sait pas tout sur tout, mais comme je l'ai dit, moi le matin, quand je pousse la porte à 8 heures de mon bureau, mon travail c'est de penser, de réfléchir, de parler sécurité. Donc je pense que j'ai un petit peu d'avance sur des gens qui vont y penser 1 heure par mois. Et voilà, on essaye de faire de notre mieux, on a vraiment vocation d'accompagner les clients dans ça, on a vraiment vocation de tisser une vraie logique sécuritaire dans ce sport, de l'aider. C'est un sport moi qui me passionne. Je suis avant tout un fan du motocross,
Donc voilà, je pense que je vais essayer de mettre tout en œuvre et de continuer le travail qu'on a démarré pour que Eric Serre puisse continuer à vivre et puis Eric Serre puisse demain imposer son système et faire comprendre que voilà, que se protéger c'est même plus important, ça devrait être obligatoire. Donc c'est vraiment, s'il y avait un message à garder, de cette discussion, c'est ça. C'est faisons tout et soyons tous ensemble pour essayer d'éviter ce qui nous affecte et ce qu'on n'a plus envie de voir chez les jeunes, les moins jeunes et sur les terrains de moto en général.